Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Oh là là, par où est-ce que je commence avec celle-ci? Alors imaginez votre partenaire vous fait asseoir, les yeux brillants, et vous annonce qu'il ou elle a décroché le job de rêve. Gros salaire, opportunité incroyable, nouvelle ville. Vous êtes fier, vous êtes heureux pour cette personne, parce que c'est ce que fait un bon partenaire, pas vrai? Adorable. Vraiment adorable. Sauf que, plot twist, ce job n'a jamais existé. Même pas un peu. Genre, même pas de loin. Et ça, ce n'est que la scène d'ouverture, mesdames et messieurs. Ça devient bien pire après. On parle de destruction de biens, de faux rapports à la police, de visite des services de protection de l'enfance, de tests antidrogue, de tribunaux, d'ordonnances d'éloignement et malgré tout ça, cette personne pensait être la victime. Honnêtement, je suis resté bouche bée en lisant ça. Et pourtant, j'en lis des histoires folles. Alors accrochez-vous, prenez un snack, installez-vous parce que cette histoire va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur les gens. Ma femme a détruit toute la maison après que j'ai découvert qu'elle prévoyait de déménager dans une autre ville et d'emmener notre fils avec une fausse offre d'emploi, mais maintenant, c'est dans une cellule de prison qu'elle va emménager. Merci de m'avoir lu, et merci à tous ceux qui prendront le temps de commenter. Je sais que ce ne sera pas une lecture facile, car ma femme a complètement perdu pied. J'ai la trentaine, ma femme a la fin de la vingtaine. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 4 ans et nous avons un bébé de 10 mois. Jusqu'à récemment, nous avions une vie plutôt normale et tranquille, pas dans un mauvais sens, juste sans histoire comparée à ce que je vais raconter. Elle a toujours été indépendante, ambitieuse et vive d'esprit, mais elle a commencé à agir différemment après la naissance du bébé. Après l'accouchement, elle se plaignait constamment de se sentir coincée, comme si sa vie lui échappait. Je pensais qu'elle faisait une dépression postpartum et j'ai essayé de l'aider autant que possible avec le bébé, allant jusqu'à lui faire consulter des professionnels. Elle tire son lait et nous le conservons au réfrigérateur, donc la nuit, je me levais pour nourrir le bébé moi-même afin que le manque de sommeil n'aggrave pas davantage son état mental. Pendant la journée, je prenais le relais dès qu'elle avait besoin d'une pause, parce que je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à gérer. Je pensais simplement qu'il lui fallait du temps. Il y a environ 3 semaines, elle est rentrée à la maison extrêmement excitée, disant qu'on lui avait proposé un emploi de l'autre côté du pays, soi-disant une promotion majeure avec un excellent salaire et des avantages. Elle disait qu'elle devrait déménager en premier pour commencer la formation. Elle présentait cela comme une opportunité de rêve, quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser, et disait qu'elle nous ferait venir une fois installés. L'idée ne m'enchantait pas, j'avais une vie et un travail ici, mais elle expliquait que ce serait bénéfique à long terme parce qu'elle gagnerait bien plus que nos revenus combinés. Donc, si je trouvais un emploi là-bas, nous serions financièrement tranquilles. Je lui ai dit que je la soutiendrais, car elle semblait sincèrement enthousiaste. Mais les jours suivants ont été tendus. Elle était distante mais étrangement énergisée, parlant d'appartements qu'elle avait déjà regardés, d'écoles dans la région et du climat. Elle a commencé à faire ses valises et à préparer la transition en silence. Cela a duré jusqu'à la veille de son départ supposé. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table en allant au magasin, et une notification de mail est apparue. En regardant la boîte de réception, j'ai vu un message de la même entreprise qui était censée l'avoir embauchée, un email de refus daté de plus de 2 semaines auparavant. J'ai lu toute la conversation et vu l'échange complet. Elle avait postulé, passé 2 entretiens, et avait été rejetée à la dernière étape bien avant de m'annoncer qu'elle avait le poste. J'ai attendu qu'elle rentre et je lui ai posé la question. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle avait l'air épuisée et a dit qu'elle n'arrivait plus à respirer ici, qu'elle devait partir, que j'étais contrôlant et qu'elle ne pouvait plus vivre sous mon toit. Elle a utilisé le fait que j'ai lu ses emails comme une preuve que j'étais contrôlant. Je lui ai demandé de quoi elle parlait et pourquoi elle avait menti à propos du travail. Elle s'est mise à pleurer, a dit qu'elle méritait un nouveau départ, puis elle est sortie en trombe avec le bébé avant que je puisse l'arrêter. Elle a pris son téléphone et a disparu dans la nuit. Je l'ai localisée via notre compte partagé et j'ai vu qu'elle se trouvait chez sa sœur, à environ 30 minutes. Je vérifiais sans cesse pour m'assurer que le bébé était toujours avec elle. Le lendemain matin, elle est revenue de nulle part, toujours furieuse, disant que j'avais tout gâché. Elle faisait les 100 pas, jetait des vêtements dans des sacs, répétant qu'elle partait quoi qu'il arrive. Quand je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas simplement prendre le bébé et disparaître, elle a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à claquer les portes, à renverser des étagères, a cassé une lampe, et à un moment donné, elle a ouvert le robinet de la cuisine et est partie en hurlant, ce que je n'ai découvert que plus tard. L'eau a débordé et s'est écoulée jusqu'au sous-sol. C'était comme regarder une personne totalement différente. Elle n'était plus mentalement présente. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Tout le temps, elle hurlait qu'elle n'avait plus rien et que j'avais gagné. Après qu'elle soit repartie en trombe, j'ai coupé l'eau, appelé un plombier et pris des photos des dégâts. Les planchers étaient trempés, une partie du mur avait gonflé, et les dégâts d'eau s'étaient étendus au plafond du dessous. C'était sérieux. Je suis resté là en réalisant que ce n'était pas juste une dispute, quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai fait un sac,
pris des vêtements pour le bébé, acheté du lait infantile en chemin et je suis allé chez mes parents ce soir-là. Je lui ai envoyé un message disant que je partais pour des raisons de sécurité et que le bébé allait bien. Elle n'a pas répondu. Environ 1 heure plus tard, elle a envoyé un seul message, « Tu le regretteras ». En ce moment, je suis assis à la table de la cuisine de mes parents. Ils sont allés se coucher, et ma mère m'a aidé avec le bébé pour que je puisse avoir un peu de temps pour moi. J'ai sauvegardé tous les messages et toutes les vidéos que j'ai, mais je ne sais même pas par où commencer sur le plan juridique. Elle ne m'a pas contacté pour demander comment va le bébé, mais elle dit à certaines personnes que je suis un père abusif qui a perdu le contrôle. Ma belle-mère a appelé en hurlant que j'avais pris son petit-fils en otage. Ma femme a aussi écrit à ma sœur pour dire qu'elle parlait à la police. J'ai dû montrer les vidéos à tout le monde pour rétablir la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma femme ni ce qu'elle prévoit encore de faire, mais je ne prends aucun risque. Je vais appeler un avocat dès demain matin et prendre rendez-vous. Je compte demander la garde temporaire et déposer une demande de divorce. Je sais que certains diront qu'il faut la laisser se calmer, qu'elle a eu un épisode temporaire et que ça passera, mais je n'y crois pas. Je ne reconnais plus cette personne, et je ne pense pas que lui donner plus de temps arrangera quoi que ce soit. Elle a menti, est devenue violente, et je ne peux pas attendre qu'elle fasse quelque chose au bébé. Elle m'en veut pour une raison ou une autre, mais je pense qu'elle en veut aussi au bébé. Je ne souhaiterais ça à personne, mais je sais que d'autres ont vécu des situations similaires, avec un partenaire violent et un bébé impliqué. Je préfère ne pas prendre de risques et obtenir toute l'aide et tous les conseils possibles. Mise à jour 1. Avec tous les commentaires de soutien et les conseils utiles, la première chose que je dois faire est de vous remercier. Avoir un groupe de personnes qui semblent s'y connaître me rend plus calme, comme si j'avais un certain avantage. Lire les commentaires de personnes qui ont eu affaire à des partenaires abusifs m'a aidé à éviter des erreurs que d'autres ont commises. Certains ont souligné que ce que ma femme a fait n'était pas simplement une mauvaise dispute ou une crise, c'était quelque chose qui aurait pu devenir dangereux si je n'avais pas agi rapidement. J'ai pensé la même chose, et c'est pour cela que je suis parti avec mon fils aussi vite que je l'ai fait. J'aimerais pouvoir dire que les choses se sont calmées après mon départ avec le bébé, mais en réalité, ça a empiré. Le matin après avoir posté, j'ai reçu l'appel d'un ami commun me demandant si c'était vrai, que j'étais parti avec le bébé après avoir détruit la maison lors d'une crise. C'est comme ça que j'ai appris que ma femme était allée voir la police. Elle leur a dit que j'avais pris notre enfant et disparu après avoir saccagé notre maison. J'ai montré les photos des dégâts comme preuve qu'elle mentait et déposait de faux signalements contre moi. Ces mêmes photos font maintenant partie des preuves que j'ai remises à mon avocat, avec les vidéos que j'ai enregistrées. Je pense qu'elle était dans une sorte de transe ou de crise psychotique. Je ne suis pas expert, mais elle n'a même pas remarqué que je filmais. Sinon, je ne comprends pas pourquoi elle mentirait en sachant que j'ai des preuves. Si vous l'aviez vue, vous auriez pu penser qu'elle était possédée. Je ne crois pas à ce genre de choses, mais c'est la meilleure façon de décrire ce que j'ai vu. Mon avocat m'a dit de tout sauvegarder et de ne rien publier en ligne, car nous avons besoin que tout cela reste utilisable comme preuve et ne soit pas invalidé devant le tribunal, c'est là que tout cela compte vraiment. Elle raconte aussi à des gens que je consomme de la drogue. Apparemment, cela fait partie de son récit, j'aurais perdu le contrôle après avoir pris quelque chose. Je n'ai jamais touché à quoi que ce soit de plus fort qu'une bière. À ce stade, je pense qu'elle projette peut-être, et qu'elle pourrait être celle qui consomme réellement des substances. Je ne sais pas reconnaître les signes évidents de consommation de drogue, mais vu la façon dont elle agissait, il n'est pas difficile d'imaginer cette possibilité. Cela pourrait aussi être purement psychologique, et qu'elle cherche simplement à mentir à mon sujet, ce qui me terrifie, parce que si c'est le cas, elle faisait tout cela en étant avec notre bébé. En plus de ça, elle allaitait encore jusqu'à ce que je parte et que je passe au lait infantile. Je compte emmener mon fils à un examen médical et expliquer ce qui se passe afin qu'il puisse faire tous les tests nécessaires, puisqu'il a peut-être été exposé à quelque chose via le lait maternel. Une partie de ce que je sais sur ce qu'elle dit ou sur son comportement me vient de mes beaux-parents. Vous savez déjà ce qui s'est passé, mais eux s'inquiètent pour leur fille. Les quelques personnes qui ont vu les preuves, avant que mon avocat me dise d'arrêter de les partager, ont été choquées par toute la situation. Ma femme a fait un virage à 180 degrés en très peu de temps. Elles ne comprennent pas comment elle est passée d'une personne à ce point-là. Mon avocat, spécialisé en droit de la famille, a demandé la garde temporaire et a parlé à la police au sujet du signalement qu'elle a déposé. Il a aussi dit que cela dépasse largement un simple conflit conjugal, il s'agit potentiellement d'un enlèvement parental et de destruction de biens. Il m'a dit que le rapport de police de ma femme pourrait bien se retourner contre elle une fois que les preuves seront examinées. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de l'agent chargé du dossier. Ils avaient parlé avec mon avocat, mais voulaient ma version des faits. Je m'y suis rendu et j'ai passé quelques heures à tout expliquer. Je leur ai aussi remis des copies de toutes les preuves que j'avais et expliqué que j'avais emmené mon bébé pour des raisons de sécurité, et non pour l'enlever comme ma femme l'affirmait. L'agent a dit qu'une enquête serait ouverte sur les deux signalements, le sien contre moi et le mien contre elle. Je suis presque certain que le sien n'ira pas bien loin, mais l'enquête sur ses actes et sur son faux signalement pourrait avancer, ce qui me semble être l'issue la plus probable. Puis, totalement à l'improviste, j'ai reçu un appel de notre propriétaire.
Il a dit que le logement était dans un état catastrophique et qu'il voulait des explications. Il m'a expliqué qu'il était passé à la maison et avait remarqué que quelque chose n'allait pas. En regardant de plus près, il a constaté une partie des dégâts. Je lui ai expliqué une partie de ce qui s'était passé, et il m'a demandé de venir sur place pour que nous entrions ensemble et évaluions les dommages. Je lui ai dit que je ne pensais pas que ce soit une bonne idée à cause de ma femme, mais il m'a répondu qu'elle ne semblait pas être là, sa voiture n'était pas devant la maison, et qu'il agirait comme témoin. J'ai parlé à mon avocat, qui a dit que c'était une bonne idée, car nous pourrions documenter d'autres dégâts et le propriétaire pourrait servir de témoin. Le cadre de la porte d'entrée était fendu, comme si quelqu'un l'avait défoncé à coups de pied. Il y avait des trous dans les murs, le lavabo de la salle de bain était fendu en deux, et les sols étaient de nouveau trempés. On aurait dit que quelqu'un était passé de pièce en pièce pour tout détruire par pure vengeance. Le propriétaire était évidemment très mécontent des dégâts causés à son bien, mais il s'est aussi montré plutôt compatissant à mon égard. J'ai envoyé les photos à mon avocat, qui les a ajoutées à la liste déjà longue de preuves. Les dégâts se chiffrent facilement en milliers de dollars, et même si je suis techniquement responsable puisque je suis sur le bail avec ma femme, nous allons tenter de récupérer les coûts auprès d'elle. Pendant ce temps, elle a continué à m'envoyer des messages depuis des numéros aléatoires, disant que je lui avais volé son bébé, que je regretterais ce que j'avais fait, que j'avais ruiné sa vie. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Chaque message allait directement dans un dossier que mon avocat m'a demandé de conserver. Il m'a dit que ce harcèlement aggrave encore sa situation, même si elle était déjà très mauvaise, mais il m'a aussi averti de ne pas répondre ni de la provoquer davantage, car elle pourrait tenter quelque chose de plus dangereux contre moi ou contre mon enfant. Pour l'instant, je reste chez mes parents. Ma mère m'aide avec le bébé, et j'essaie de maintenir une certaine routine, les repas, les siestes, le coucher, tout. Ma femme n'a même pas demandé à voir le bébé depuis qu'elle a déposé son signalement. Elle semble davantage focalisée sur sa crise, ou quoi que ce soit qu'elle traverse. Je sais quelque chose par l'intermédiaire de ses parents, mais pas grand-chose. Je ne sais pas si elle vit chez eux ou non. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas, car elle continue à se comporter de façon erratique. D'après ce que j'ai compris, ses parents s'inquiètent pour elle, donc ils devraient faire quelque chose pour la prendre en charge, si c'est seulement possible. Mais comme la situation continue d'empirer, je ne pense pas qu'ils sachent réellement où elle se trouve. La police a été étonnamment raisonnable depuis que je leur ai remis mes preuves. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour une arrestation ou des problèmes de garde pour le moment, car tout ce dont elle m'accuse est contredit par les preuves vidéo. Malgré tout, le stress est constant. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée qu'elle pourrait débarquer chez mes parents et tenter de faire du mal à ma mère juste pour atteindre mon fils. Je ne lui ai pas dit que je suis ici, mais ce n'est pas difficile à deviner. J'ai demandé s'il y avait une possibilité de l'arrêter, mais pour l'instant, la police ne peut rien faire. Selon eux, elle n'a pas été violente envers moi ou le bébé, seulement envers les biens matériels. Ok, je dois m'arrêter une seconde ici, parce qu'il y a une vérité inconfortable. À ce moment-là, elle ne pensait absolument pas à ce bébé. Elle pensait à gagner. À lui faire du mal. Et le fait qu'elle allaitait encore tout en consommant possiblement des substances, là, ce n'est plus un simple craquage. C'est un schéma de décision prise autour d'un nourrisson totalement vulnérable qui n'avait aucun contrôle sur tout ça. Ce que toute cette histoire m'a appris, c'est que les systèmes censés protéger les innocents peuvent être détournés et utilisés comme des armes entre de mauvaises mains. Et le plus effrayant ? Ça a failli marcher. Un jour plus tôt, pas de test antidrogue. Pas de résultat. Pas de preuve. Et soudain, le gentil passe pour le méchant. Mise à jour 2. Après avoir déposé les rapports de police et lancé la procédure de garde temporaire, les choses se sont calmées, pendant environ une semaine. J'espérais que la situation s'était un peu apaisée. Peut-être que ses parents étaient intervenus. Puis j'ai reçu un appel des ressources humaines de mon travail. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu un email anonyme affirmant que j'avais un problème de toxicomanie et que je m'étais présenté plusieurs fois au travail en état d'ivresse. Ils étaient obligés d'enquêter. J'ai immédiatement expliqué ce qui se passait avec ma femme, sans consulter mon avocat. J'ai proposé de passer un test de dépistage de drogue le jour même, et ils ont accepté. Je l'ai passé dans un laboratoire indépendant et je leur ai envoyé les résultats, totalement négatifs. Mon avocat a apprécié cela, car cela servait de preuve que je suis un parent sobre, ce que ma femme aurait beaucoup plus de mal à prouver. Moins d'un jour après la réception des résultats, on a frappé à la porte. C'étaient les services de protection de l'enfance, au domicile de mon père. Nous savons donc maintenant qu'elle sait où je suis. Ils ont dit avoir reçu un signalement anonyme de mise en danger d'enfant, plus précisément que mon bébé vivait dans des conditions dangereuses avec un père sous l'influence de drogue. Je les ai invités à entrer pour que nous puissions discuter calmement et en privé. Avec les résultats du test, littéralement remis la veille, il a été facile de laver mon nom. Ils ont été polis. Après la visite, ils ont dit qu'ils ne voyaient aucun motif d'inquiétude et qu'ils fermeraient le dossier sous réserve de vérification des documents. Le propriétaire a été vraiment correct tout au long de cette affaire. Il a vu les preuves et confirmé les dégâts matériels, ce qui, avec mes vidéos, montre qu'elle en est responsable au moins en grande partie.
Entre l'inondation et ce qu'elle a fait à l'intérieur de la maison, les réparations dépassent les 20 000 $. Le propriétaire a déjà commencé à parler avec des entrepreneurs, et les devis tournent autour de ce montant. Il a également résilié notre bail pour cause de force majeure. Comme je l'ai déjà dit, je suis responsable des réparations, mais ma femme l'est aussi en partie. Nous prévoyons également de la poursuivre afin qu'elle couvre la part qui me revient. Je discute aussi avec mon avocat d'un accord de garde plus formel. Pour l'instant, tout repose sur des mesures d'urgence, mais une fois que l'audience de garde commencera, je veux quelque chose de solide. Mon avocat dit qu'avec le type de documentation que j'ai, il ne serait pas très difficile pour ma femme de perdre totalement la garde. J'ai une audience de garde prévue dans quelques semaines. C'est là que tout atteindra un point de rupture. Nous prévoyons également de déposer les plaintes et d'engager toutes les actions en justice une fois que mon avocat aura finalisé les documents. Mise à jour 3. Désolé d'avoir pris un peu de temps loin de Reddit pour remettre de l'ordre dans certains aspects de ma vie. L'enquête sur les dégâts causés à la maison est revenue, et il a été confirmé qu'il s'agissait d'une destruction volontaire. Entre mes vidéos, les horodatages et les déclarations des voisins qui l'ont entendu hurler cette nuit-là, il n'y avait vraiment aucun moyen pour elle de s'en sortir par des explications. Certaines personnes ont demandé pourquoi mon propriétaire exige que je paie les réparations alors qu'il est clair que ma femme les a causées. La raison est que nous étions tous les deux sur le bail, donc nous sommes tous les deux responsables des dommages tant que le bail était en vigueur. Cela dit, il ne me réclame pas officiellement le paiement pour le moment. Il travaille même avec mon avocat pour poursuivre ma femme afin que je puisse récupérer l'intégralité de la somme auprès d'elle. Il poursuit également ma femme pour sa part des dégâts. Il y a beaucoup de détails juridiques en jeu, mais les avocats font leur travail. Il est probable que je doive d'abord payer ma part au propriétaire avant de récupérer l'argent plus tard, mais j'ai pleinement l'intention de la récupérer. En parallèle, une avalanche de procédures judiciaires a commencé, divorce, garde, poursuite, presque en même temps que la police l'a formellement inculpé de plus d'infractions que je n'arrive même à m'en souvenir. Voyons voir, d'un côté, il y a le faux rapport de police, qui est entièrement de sa faute. Mais il y a plus que ça. La police a ordonné une analyse toxicologique, et elle est revenue positive. Donc, l'une de nos actions en justice, ainsi qu'une inculpation pénale, concerne la mise en danger de notre enfant pour l'avoir allaitée alors qu'elle était sous l'influence de substances. Elle a aussi mis notre enfant en danger le jour où je l'ai sorti de la maison. Les dégradations matérielles constituent également une infraction pénale et une action civile, ou plusieurs, si l'on inclut le propriétaire. Et il y a les menaces. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais ce sont celles dont je me souviens principalement. Certaines de ces infractions sont assorties de la possibilité de libération sous caution, ce qui signifie qu'elle ne purgerait pas nécessairement une peine de prison si elle était condamnée. Mais prise dans leur ensemble, la situation est différente, et il existe une forte probabilité qu'elle aille en prison. Son avocat nous a contactés ensuite pour tenter de parvenir à un accord amiable pour les actions civiles. En gros, il proposait de tout régler pour quelques milliers de dollars. J'ai dit à mon avocat que nous n'accepterions pas. Elle sait ce qu'il attend et essaie de paraître raisonnable pour que les charges ne soient pas aussi lourdes. Elle pourrait tenter de négocier une entrée dans un centre de réhabilitation ou quelque chose de similaire. Du moins, c'est la stratégie que mon avocat pense qu'elle pourrait utiliser. Cela pourrait aussi l'aider dans le cadre d'un arrangement de garde. Ce n'est pas suffisant pour nous, surtout au vu de l'ampleur des dégâts qu'elle a causés. Je n'ai également aucune intention de l'aider à redorer son image ni de demander une garde partagée ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne veux pas que cette femme approche son enfant. Une personne dépendante à ces substances a de fortes chances de le rester toute sa vie. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas changer, mais je ne veux pas que mon enfant se retrouve pris au milieu pendant qu'on découvre si elle en est capable. À peu près à ce moment-là, elle a commencé à m'envoyer d'étranges emails émotionnels. Un jour, elle suppliait pour obtenir mon pardon et promettait de se faire aider. Le lendemain, elle m'accusait d'avoir détruit sa vie. Cela a fini par atteindre un point où j'ai dû la bloquer partout, sauf sur un seul compte email surveillé que mon avocat maintient uniquement pour les communications liées à la garde. Je n'arrive toujours pas à croire à la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Elle allait mal durant les derniers mois du mariage, mais je pensais que ce n'était que de la dépression postpartum. Je pense toujours que cela a joué un rôle, mais elle y a mêlé des drogues et d'autres choses qui ont rendu la situation bien pire. Quant à mon fils, il a eu plusieurs examens médicaux et ne semble pas présenter d'effets durables de tout cela. Peut-être avons-nous eu de la chance. Peut-être que mon ex-femme, bientôt ex-femme, a pris certaines précautions pour éviter de lui nuire. Ce serait la seule chose positive que je pourrais dire à son sujet. Malheureusement, elle a aussi commencé à apparaître devant mon nouvel appartement. Je n'ai aucune idée de la façon dont elle a trouvé l'adresse. J'ai déménagé pour des raisons de sécurité et n'ai dit à presque personne où je vivais. La première fois que je l'ai vue, elle était simplement assise dans sa voiture, phares éteints, mais j'ai reconnu le véhicule. J'ai appelé la police. Ils sont venus, lui ont dit de partir et l'ont averti. Elle est partie sans faire trop de scènes. Une semaine plus tard, elle est revenue. J'ai pris une autre vidéo et l'ai envoyée directement à mon avocat. Cela a suffi pour un nouveau rapport de police. Depuis, elle garde ses distances, et nous avons demandé une ordonnance restrictive d'urgence contre elle. Malgré tout,
La seule chose qui me donnerait vraiment la paix serait que tout cela se termine. L'ordonnance restrictive ne me fait pas me sentir très en sécurité, parce que si elle est toxicomane, ce n'est pas une loi qui l'empêchera de faire ce qu'elle veut. Seule la prison l'en empêcherait. Elle a été arrêtée pendant quelques jours après le dépôt officiel des charges, mais elle a été libérée sous caution, et apparemment, le fait de se trouver près de mon appartement ne viole pas les conditions de sa libération sous caution. Si quelqu'un peut m'expliquer cela, je lui en serais reconnaissant, parce que ça n'a aucun sens pour moi. Je ne veux pas me plaindre du système judiciaire, car jusqu'à présent il semble fonctionner, mais je ne dirais pas non plus qu'il est parfait. Certains pourraient penser qu'en tant qu'homme, je ne devrais pas avoir peur d'une épouse et mère violente, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire si elle m'attaque avec une arme. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire non plus quand ma mère vient m'aider à m'occuper de mon enfant, ce qui est d'ailleurs ma principale théorie sur la façon dont elle a découvert mon lieu de résidence, en suivant ma mère. Je ne lui en veux pas. Elle m'aide déjà énormément, et ce ne serait pas juste de la blâmer pour ne pas s'être rendu compte qu'elle était suivie. Mise à jour 4. L'audience de garde a eu lieu la semaine dernière, et je ne pense pas que j'oublierai un jour comment cela s'est passé. C'était brutal. Connaître la vérité est une chose, être assis dans une salle d'audience et voir toute sa vie étalée de cette manière en est une autre. Mon avocat est passé en revue tous les éléments, et la partie adverse a essayé de présenter les choses comme si elle avait subi une crise de santé mentale déclenchée par mon comportement soi-disant contrôlant. J'ai dû rester assis en silence et l'écouter mentir, sauf quand on m'autorisait à parler. C'était horrible. Quand ils ont diffusé la vidéo où elle détruit tout, elle s'est complètement effondrée et a commencé à pleurer. Au moment de son témoignage, elle n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Finalement, le juge a dû ordonner une suspension d'audience. Lorsque le tribunal a repris, le juge m'a accordé la garde exclusive, sans aucun droit de visite, supervisée ou non, du moins jusqu'à ce qu'elle subisse une évaluation psychiatrique et reste abstinente pendant plusieurs mois. Mon avocat a dit que c'était le meilleur résultat que nous pouvions espérer. C'était ce que je voulais, mais je ne peux pas dire que cela m'ait fait du bien. Elle est toujours là dehors, encore plus en colère à cause de la décision rendue contre elle. Ce n'est pas comme si qui que ce soit pouvait réellement se sentir en sécurité. Le divorce a également été finalisé, et le partage des biens est terminé. En théorie, elle est censée payer une pension alimentaire pour l'enfant. Mais honnêtement, j'en doute fortement, et je doute que cela vaille la peine de se battre pour ça alors qu'elle est complètement croulante sous les dettes. Entre les avocats, les amendes, les poursuites, le divorce et la drogue, je ne pense pas qu'il lui reste quoi que ce soit. Je crois que ses parents l'aident financièrement, et je ne leur en veux pas pour cela. Ils m'ont assuré qu'ils lui apportaient de l'aide, et cela a empêché qu'elle continue à me harceler. Oui, ils défendent une personne terrible, mais en même temps, c'est leur fille, et ils essaient d'éviter de mettre leur petit-fils en danger. De tous les scénarios possibles, c'est le meilleur. Je préfère cela à l'idée qu'elle soit complètement incontrôlable et fasse quelque chose d'irréfléchi sans supervision. Les poursuites civiles et toutes les accusations pénales restent cependant en suspens. Comme je l'ai dit, la procédure concernant la destruction de la maison sera probablement difficile à gagner en termes de récupération effective de l'argent auprès d'elle. Néanmoins, nous poursuivons l'obtention d'un jugement favorable afin que la dette demeure jusqu'à ce qu'elle puisse payer. Attendez, je dois être honnête avec vous un instant, parce que la mise à jour m'a vraiment marqué différemment. Il a gagné. Garde complète, divorce finalisé, le tribunal a statué en sa faveur. Tout ce pourquoi il s'est battu, il l'a obtenu. Et il a littéralement dit, je ne peux pas dire que ça m'a fait me sentir bien. C'est la chose la plus honnête qui soit. Gagner devant le tribunal familial signifie quand même avoir perdu quelque chose qu'on ne récupérera jamais. La vie qu'il pensait construire est disparue. La mère que son fils méritait est disparue. Et maintenant, il doit apprendre à élever un enfant qui, un jour, posera des questions auxquelles il n'y a pas de bonne réponse. Voilà la vérité inconfortable dont personne ne parle. Les procédures se terminent. Le deuil, lui, continue. Mise à jour 5. Le juge a imposé une ordonnance restrictive de longue durée et a clairement indiqué que tout harcèlement, en ligne ou autre, constituerait une violation. L'évaluation psychiatrique a confirmé ce que de nombreux professionnels soupçonnaient. Elle a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline et une dépression sévère, qui, combinée à la consommation de drogue, ont créé un cocktail dangereux. J'imagine que cela explique beaucoup de choses, mais cela n'excuse en rien ce qu'elle a fait. Elle a été reconnue coupable de la grande majorité des chefs d'accusation, en particulier les plus graves. Elle a désormais 4 ans et demi pour réfléchir à ses actes et chercher de l'aide pour son addiction pendant son incarcération. Je sais qu'il existe des programmes en prison, et le mieux qu'elle puisse faire est d'en profiter. Bien sûr, en prison, certaines personnes replongent encore plus profondément dans l'addiction, mais désormais, cela relève de sa responsabilité. Tout comme il relevait de la nôtre de déposer plainte pour des raisons de sécurité, les poursuites civiles ont aussi été un véritable cirque. Elle a perdu presque toutes les affaires et porte maintenant une dette massive. Nous avons réussi à utiliser les quelques biens qu'elle possédait encore pour payer les dégâts de la maison, mais j'ai dû couvrir ma part et je n'ai pas tout récupéré auprès d'elle. Cela, ainsi que la dette de pension alimentaire,
restera en place de façon permanente, avec des intérêts qui s'accumuleront jusqu'à sa sortie. Je déteste devoir payer ma part, mais un contrat reste un contrat. Au moins, nous avons mis en place un plan de paiement avec le propriétaire, qui a également été utile concernant les poursuites pénales. Mon fils va bien. Il est trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, il n'a que 2 ans. Il n'y a aucun problème d'adaptation lié à l'absence de sa mère. Il n'avait même pas encore appris à dire « maman » quand tout cela a explosé. Mes anciens beaux-parents m'ont parlé une fois que toutes les démarches juridiques ont été réglées. Ils ont comblé certaines zones d'ombre importantes et m'ont expliqué comment ils avaient réussi à lui obtenir de l'aide pendant ces mois-là pour ses addictions. C'est ce qui l'a maintenu relativement stable pendant un certain temps. Ils ne voulaient pas qu'elle me harcèle ni qu'elle tente quoi que ce soit contre ma famille ou notre fils, et ils espèrent qu'elle continuera à recevoir de l'aide en prison afin que tous les efforts qu'ils ont fournis ne soient pas vains. Je vois et je comprends à quel point cela a été douloureux pour eux, tout comme ça l'a été pour moi, mais c'est parfois ainsi que la vie se déroule. Quand on se marie, on n'imagine pas qu'on finira divorcé, ni que sa femme deviendra une personne dépendante qui détruit tout, physiquement et émotionnellement. Même eux n'auraient jamais pensé élever une fille qui en arriverait à ce point. Eddie, je pense que je vous dois quelques précisions, car j'ai volontairement simplifié certaines choses dans mon récit. Ma femme souffrait de dépression postpartum, ce qui l'a menée à consommer des drogues comme moyen d'évasion. C'est ce que ses parents m'ont dit et ce qui a déclenché toute cette spirale. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à ajouter, car c'est tout ce que ses parents savent et m'ont confié. Ils en savent peut-être davantage, mais c'est difficile à dire. Mise à jour 6. J'ai récemment reparlé avec mes anciens beaux-parents, car ils avaient quelque chose d'important à me signaler. Ils estimaient que je devais le savoir. Mon ex-femme a rechuté en prison et, à la suite de cela, sa peine a été prolongée de 6 mois supplémentaires. Elle aurait pu être libérée dans 2 ans, mais elle devra maintenant purger 2 ans et demi en raison de cette infraction. Ils m'ont prévenu au cas où elle tenterait de me contacter depuis la prison. Je suis désormais au courant et je ne répondrai à aucun appel provenant de l'établissement pénitentiaire. Je ne pense pas que je l'aurais fait de toute façon. Ce sont d'ailleurs ses propres parents qui ont signalé sa consommation de drogue, car lors de l'une de leurs visites, ils ont remarqué des signes de rechute. Ils l'avaient vu avant qu'elle ne reçoive de l'aide et reconnaissaient les schémas. Cela a dû être extrêmement douloureux pour eux, en tant que parents, de faire ce signalement en sachant que cela prolongerait son incarcération. Quand je pense à ce que je ressentirais si c'était mon fils, je sais que cette décision a dû être terriblement difficile. Mais selon leurs mots, ils savent que ne pas lui apporter d'aide maintenant ne ferait qu'aggraver les choses à sa sortie. Si elle était libérée en étant toujours dépendante, elle retournerait probablement en prison encore plus rapidement. Sa meilleure chance aujourd'hui est de sortir de prison aussi sobre que possible, afin d'avoir une réelle chance de se reconstruire par la suite. Mon fils et moi allons bien. Nous menons une vie calme, sans grandes complications. Mon père a été malade pendant plusieurs mois l'an dernier, mais il va beaucoup mieux maintenant, et rien d'inhabituel ne se présente à l'heure actuelle. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sincère sur tout ça. Cette histoire m'a un peu bouleversé. Pas de façon dramatique, mais de cette manière silencieuse et inconfortable où l'on réalise que la vie peut réellement s'effondrer plus vite que ce qu'on nous laisse croire. Parlons des choses importantes. D'abord, cet homme a presque tout fait correctement. Et je veux que vous le remarquiez, parce qu'on ne le dit pas assez. Quand il a découvert que sa femme avait menti à propos du travail, il n'a pas explosé. Il a posé des questions calmement. Quand elle a détruit la maison, il a filmé au lieu de riposter. Quand elle a déposé de fausses accusations, il avait déjà des preuves. Il ne l'a pas rabaissé publiquement, il n'a pas empêché ses parents de l'aider, il n'a même pas célébré la décision du tribunal. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est quelqu'un qui a gardé la tête froide alors que tout brûlait autour de lui. Respect à lui, honnêtement. Maintenant son ex-femme. Pour moi, ce n'est pas un monstre, c'est une tragédie. La dépression postpartum est réelle, elle est brutale, et elle est énormément sous-estimée et sous-accompagnée. Mais c'est là que ça devient inconfortable, la dépression postpartum n'explique pas les mensonges, la manipulation, les fausses accusations ni la consommation de drogue en allaitant. C'est là que ma compassion trouve ses limites. Elle avait quelqu'un qui essayait réellement de l'aider. Il se levait la nuit pour nourrir le bébé. Il l'encourageait à suivre une thérapie. Elle avait du soutien, et malgré ça, elle a fait les choix qu'elle a faits. Et ça compte. La plus grande leçon de toute cette histoire? Documentez tout pour avoir des preuves. Pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que quand les choses tournent mal et parfois ça arrive, la vérité a besoin de preuves. Une vidéo, une capture d'écran, un horodatage, ce sont ces choses-là qui ont sauvé le fils de cet homme, sa réputation et sa liberté. Deuxième leçon, les problèmes de santé mentale méritent de la compassion, mais ils n'annulent pas la responsabilité. Les deux peuvent coexister. Et la dernière? Le fait que ses ex-beaux-parents aient signalé la rechute de leur propre fille, ça m'a brisé le cœur. Voilà à quoi ressemble parfois le véritable amour. Un amour douloureux, brutal, mais honnête. C'est la partie qui m'est restée le plus longtemps en tête. Alors mes amis, partagez vos vraies pensées là-dessus,
et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt dans la prochaine vidéo.